Ça marche, c'est super. Et donc, il y a toujours un écho. Oui, c'est le truc de Allez, grec. je coupe. Ok, très bien. Et donc, la dernière fois, on avait parlé de quoi? On avait été jusqu'à où? Jusqu'où? Esprit facteurs mentaux, on est passé et on a commencé la cognition. Voilà, et on se posait des questions sur la définition du terme clair dans la définition de la conscience. d'accord. Oui. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas clair pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'un Oui. phénomène positif et un phénomène négatif? Très bien, donc ça tombe bien parce que je voulais y revenir un petit peu parce qu'on a été vite quand même. Ce qui est important, alors qui a la définition d'une négation? Et là, on va entendre une petite musique d'ascenseur. Alors, la définition d'une négation qui a été donnée par... Alors, ça dépend, il y en a plusieurs. Par exemple, à Jepung-Gomang, dans le Se-dura, ils vont dire que la définition d'une négation, c'est Rang ngusu topele, rang igarja ngusu chene topichu. Ouais, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui est réalisé en ayant éliminé son objet de négation de manière explicite par la cognition qui le réalise explicitement. Donc c'est un petit peu plus compliqué que celle donnée par la Madhyetsumpa. Celle de la Madhyetsumpa, elle est plus facile. C'est Rangzing et le Rangigaja Ngusu Chepe Gone Topajawa. Et donc, c'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience qui l'appréhende. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il y ait une élimination explicite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire explicite? On verra dans la suite du texte qu'il y a des mentions par rapport à ça, justement. On apprend l'aurique, justement, pour comprendre ce que veut dire explicite, implicite en particulier. Ouais, ça veut dire que si vous prenez cette tasse, cette fameuse tasse, cette tasse, est-ce que c'est une table? Pas vraiment. Non, exactement. Est-ce que cette tasse est moi? Non, même si on a l'impression d'être inséparables. Cette tasse n'est pas moi. Et cette tasse n'est pas Dominique, cette tasse n'est pas Xavier, cette tasse n'est pas un arbre, etc. Cette tasse est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Vous êtes d'accord? Oui. Donc c'est l'exclusion implicite de tout ce qui n'est pas elle. Si je dis maintenant cette tasse qui n'est pas un arbre, cette tasse qui n'est pas moi, cette tasse qui n'est pas une table, là c'est une exclusion explicite, parce qu'on le formule explicitement. On y pense explicitement, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc si on dit simplement cette tasse, vu qu'elle est simplement l'élimination implicite de tout ce qui n'est pas elle, c'est un phénomène positif. Mais si maintenant on vient dire cette tasse qui n'est pas bleue, cette tasse qui n'est pas ceci, cette tasse qui n'est pas cela, à ce moment-là, cette tasse devient une négation, parce qu'on a une élimination explicite d'un objet de négation. Salut Tchal. Bonjour. Bienvenue. Ok, c'est beaucoup plus clair, merci. Bravo, alors ça c'est super, c'est magnifique. Ça c'est magnifique, ouais. Ça veut dire que l'élimination explicite n'est pas nécessairement dans le definiendum, le mot qu'on attribue au terme. Par exemple, et l'espace. Quand on dit l'espace, alors souvent on dit l'espace incomposé. Donc dans l'espace incomposé élimine quoi? Produit. Élimine composé. Composé. Oui. Oui, élimine explicitement composé. Donc si on dit espace incomposé, ça veut dire que explicitement on élimine composé. Donc l'espace, dans son definiendum, on comprend quand même que c'est une négation. Mais si on dit simplement espace, c'est uniquement dans la définition qu'on comprendra l'élimination explicite. Parce que c'est quoi la définition de l'espace? Qui ne pose pas d'obstruction. Oui, c'est une simple absence de contact obstructif. Ouais. Une simple absence de contact obstructif. Qu'est-ce qu'on élimine? Qu'est-ce qu'on exclut? Le contact obstructif. Le contact obstructif. Donc, il est éliminé explicitement. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Salut Gina, bienvenue. Bonjour. Salut. Et donc, on est en train d'éliminer explicitement grâce à la définition de l'espace. Mais si on dit espace, dans le definiendum, c'est pas explicite, justement. Ouais. Et si on dit une place de parking libre, on en avait parlé la dernière fois, si on dit une place de parking libre,
Dans ce cas-là, c'est un peu dans la façon de l'évoquer. Libre de quoi? Libre de voiture. Donc ça veut dire qu'on peut y poser sa voiture. Ouais, donc une place de parking libre est une négation aussi. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo, ça c'est super. Et donc, dans la Mais définition... oui, mais si tu la poses, c'est que ta voiture, elle est légère. Alors oui, on peut la poser, on peut avoir une petite voiture. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais une petite Datsun. C'était ma voiture préférée. Et on peut la poser là, à la rigueur. Rien ne m'empêche de poser une voiture miniature sur une place de parking. Non, non, je rigole. Ok. Et donc, dans cette définition qui est remise en question par Latty Rinpoche, on la trouve dans le Lorik de Kunkyen Jamyang Shepa. Ouais, dans le Lorik Tache, il donne la définition de la conscience. Il dit Ran yul sewe bemi yimba de Ran sheba yim betseni. Donc, il dit ce qui est la définition d'une cognition, il dit c'est ce qui éclaircit son objet, on peut dire, et qui est une non-matière. Donc c'est pourquoi ici la Rinpoche dit une non-matière qui est claire. Ouais. Donc une non-matière, là on a une élimination explicite. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on élimine? Matière. Ouais. Donc de ce point de vue-là, la conscience serait une négation, alors qu'elle ne l'est pas. Donc c'est pourquoi la Rinpoche dit cette définition peut être remise en question. Ouais. Et donc clair, on va voir ce que veut dire clair justement, parce que c'est pas clair justement. C'est pas clair ce que veut dire clair. Ouais. Ok. Et donc, on en était à la page combien? 71, je crois. 71. Oh, non, je dirais 73 Non, ou 74. Ok, 73, je pense. très bien. Juste, Je sais 73. pas. j'ai Oui. pas sur la Début non-matière. 74, oui. Exactement, oui. Oui, Oui, tout à fait. Sur la non-matière, c'est parce que c'est la définition des Sotantrika, c'est ça? Et Alors, qu'il a en fait- une vision Madhyamika? Alors, en fait, non, il reste du point de vue Sautrantika, tout en débattant en différentes définitions au sein du Sautrantika. D'accord. Ouais. Exactement. Ça veut dire que la définition donnée par Kunkyen Jamyang Shepa reste du point de vue Sautrantika dans son analyse décisive du Lorik. Et donc, c'est malgré tout une définition qui peut être remise en question. Mais on peut voir que dans le commentaire, il y a un commentaire ici de Acharya Dharmakirti en bas de la page 73. Ouais. Dans le commentaire du compendium de cognition valide, donc le Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti, ici ce texte est pour moitié Sautrantika et pour moitié Chittamatra. Ouais. Et donc c'est pourquoi, malgré tout, Acharya Dharmakirti, lui aussi, dit que c'est une non-matière. Ouais. C'est clair et ce n'est pas de la matière. Donc, Kunkyen Jamyang Shepa s'appuie malgré tout sur Acharya Dharmakirti, le grand et noble Acharya Dharmakirti. Donc, malgré tout, c'est pas tout à fait erroné, mais on peut malgré tout discuter. Ça nous aide à comprendre un peu mieux ces définitions, les triturer, etc. Ouais. Ok. Et donc, en effet, il pose la définition de la cognition, une non-matière qui est claire. Cette définition n'est pas correcte, dit Latty Rinpoche, parce qu'une non-matière qui est claire est un phénomène négatif, comme on l'a vu, ouais, une négation. Ouais, tandis que la cognition est un phénomène positif. Ouais. Ok. Ou une affirmation, on peut dire. Ouais, de sorte que lorsque une non-matière qui est claire apparaît à l'esprit, un aspect qui est négatif doit apparaître. Ouais, non-matière. Ouais, donc on a une négation explicite. Très bien. Ok. Mais quand la cognition apparaît à l'esprit, un aspect positif doit apparaître. Ouais. C'est-à-dire que la cognition, l'esprit, la cognition, le mental, etc., tout ça, c'est affirmatif. Ça veut dire que c'est juste l'élimination implicite de ce qui n'est pas cela. Ouais, on peut dire que l'esprit, en effet, l'esprit n'est nécessairement pas de la matière. L'esprit n'est pas du temps. L'esprit n'est pas un arbre. L'esprit n'est pas une personne, etc., etc. Donc là, on exclut explicitement. Donc là, on pourrait dire, oui, l'esprit est un phénomène négatif, est une négation. Mais si on dit juste l'esprit, dans ce cas-là, c'est un phénomène positif. Ouais? Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, magnifique, c'est super. Vraiment super. Très bien. Mais quand la cognition apparaît à l'esprit, un aspect positif doit apparaître. Et cela n'est pas acceptable car une conscience qui sait comment associer le nom cognition et le sens, une non-matière qui est claire, serait en mesure de réaliser dans le même temps un phénomène positif et un phénomène négatif. Ouais, en fait,
comme on avait vu la dernière fois, soit on a une négation, soit on a un phénomène affirmatif ou un phénomène positif. Ouais, on ne peut pas avoir en même temps les deux. C'est-à-dire que j'avais pris un contre-exemple, même une négation affirmative n'est pas un phénomène affirmatif. Une négation affirmative reste une négation. Mais alors, Ouais. on peut pas avoir un définiendum positif et une définition négative, c'est ça? Alors en fait, on peut, sauf que là ici, la Rinpoche dit que comme de son propre côté, d'une certaine manière pour les Sautrantika, de son propre côté, l'esprit reste un phénomène positif. Et si on dit que sa définition serait une non-matière qui est claire, vu que l'esprit doit être une même entité avec sa définition, Ah voilà, il d'accord. serait en même temps affirmatif et négatif. Mais on a, en fait, les phénomènes positifs et les négations sont des divisions exhaustives des existants. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit une négation, soit un phénomène affirmatif. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ouais. Même une négation affirmative n'est pas un phénomène affirmatif, c'est une négation. Ouais. Ah, bravo, ça c'est super. Ça c'est super. Très bien. Donc on a bien fait d'en reparler, ouais, parce que ça c'est vraiment très important pour les contre-arguments donnés par Lattier Rinpoche. Très bien. Un phénomène négatif et positif, ce qui entraînerait que phénomène positif et négatif ne seraient pas contradictoires, ouais, ne seraient pas mutuellement exclusifs. Ouais, moi je dis contradictoire au lieu de mutuellement exclusif. En fait, mutuellement exclusif, ça vient de Daniel Perdieu dans le Big Debate, qu'il a magistralement traduit. Mais contradictoire, c'est plus simple et on comprend déjà ce que ça veut dire, même sans avoir fait de la philo. Ouais, ok. Donc, dans certaines présentations de la conscience, donc de l'Oric, une autre objection est portée contre ceux qui posent une non-matière qui est claire comme définition de la cognition. Ils objectent que tout ce qui est une non-matière n'est pas nécessairement une cognition, comme dans le cas par exemple de la vacuité. Ok. Ok, oulala, alors là, on pourrait se dire oulala. On pourrait se dire oulala, est-ce que les Sautrantika parlent de la vacuité? Ben non. Et non, oulala, là 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 là, voire même là là. Donc, par exemple, les Sautrantika, eux, parlent des 16 aspects des 4 nobles vérités que vous connaissez par cœur. Donc, les 4, au moins les 4, je vous quémande, au moins, je vous supplie, au moins les 4 premiers, les 4 aspects de la première noble vérité, les vraies souffrances, ce serait quoi? Impermanence. Impermanence. Souffrance, vide et non-soi. Souffrance, vide et non-soi. Oui. Vide et non-soi, exactement, vide et non-soi. Oui, pas vacuité, vide, ouais, en sanskrit, shunya. Et c'est pas shunyata, c'est pas la même chose, c'est pas la vacuité, c'est le vide. Oui, donc parfois il y a des erreurs de traduction, ils mettent vacuité, mais c'est vide. Ça veut dire que c'est l'absence d'un atman permanent, unitaire et autonome. Ouais, pour les Sautrantika. C'est pas la vacuité d'existence inhérente, pas la vacuité d'existence véritable, etc. Pas du tout. Ouais. Donc ici, c'est le vide, le troisième aspect de la première noble vérité, c'est pas la vacuité. Et donc c'est pourquoi les Sautrantika n'envisagent pas la vacuité. Pour eux, c'est un non-existant. C'est comme une corne de lapin. Ouais. Ok. Donc ici, c'est juste que peut-être ici, si la Rinpoche prends l'exemple de la vacuité, peut-être que certains diraient, ok, peut-être qu'ils sont chitamatras, peut-être qu'ils prennent le point de vue de Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika du point de vue chitamatra, parce qu'il prend le point de vue chitamatra dans le Pramanavartika. Ouais, et il donne quand même cette définition, ou en tout cas cette description de l'esprit comme étant une non-matière, qui est claire, ouais, qui est surtout claire-lumière, comme on va le voir dans la suite du texte. Ouais, l'esprit est claire-lumière. Ok, très bien. Très bien. Donc la vacuité, est-ce que c'est une matière ou une non-matière? Non-matière. C'est une non-matière, bravo, exactement. Et est-ce qu'une corne de lapin est une matière ou une non-matière? Ni l'une ni l'autre. Je sais pas. Oui, ça n'est pas un phénomène. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. Soit quelque chose est de la non-matière, soit c'est de la matière, non? C'est de la C'est de la matière. non-matière. Oui, oui, une corne de lapin n'est pas de la matière, donc c'est de la non-matière, ouais. Ok, donc si on disait que l'esprit est une non-matière, on pourrait dire tout à fait que l'esprit c'est une corne de lapin, ou que l'esprit c'est une vacuité, etc., etc., et ça ne joue pas. Ah non, Ouais. Ok, donc c'est pourquoi non-matière, ça ne suffit pas. Ok, très bien. Donc par exemple, la vacuité, etc. Ok. Donc mais là, quand on dit le vide, oui.
on peut l'interpréter que c'est un vide, qu'il n'y a rien du tout. Alors finalement, c'est pas ça. Aussi, exactement. Par exemple, dans la science moderne, on essaie de trouver le vide absolu. Ouais. Et là, les Madhyamika arrivent en disant: ouh là là, ça n'existe pas l'absolu. Vous ne pouvez pas trouver de vide absolu. Vous pouvez trouver un vide relatif, c'est tout. Ok. Donc, on pourrait dire que oui, l'absence de tout, ce serait le néant. Donc, ce serait un grand vide. Ouais. Et il y a aussi des vides qui sont des vides d'altérité. Par exemple, une tasse vide de thé. La tasse est vide de thé. Un temple vide de moine. Un esprit vide de pensée, etc. Ouais. Ou dans les tantras supérieurs, quand on a les 4 vides au moment de la claire-lumière métaphorique ou la claire-lumière de signification, etc. Là, on parle des 4 vides qui sont des vacuités d'altérité. Ouais, c'est-à-dire que la conscience la plus subtile est vide des consciences plus grossières. Ouais, donc là, c'est aussi une vacuité d'altérité dans ce cas-là. Ok. Ouais. Ou vide de Ouais, forme. mais en physique, c'est un peu plus compliqué. Oui. Parce qu'il y a l'antimatière aussi. Oui, exactement. Et donc, l'antimatière, est-ce que c'est de la matière ou pas? Non, non. Ah, c'est pas de la matière. Ok, donc c'est une négation aussi, ouais. Ouais, Oui. donc on pourrait dire à ce moment-là, l'esprit, si on disait que c'est de la non-matière, pourrait très bien être de l'antimatière. Donc ça pose question aussi, en effet. Ouais, donc ça fait partie des arguments opposés par la Tilimpochi, en effet. Très bien. Et donc, le bas de la page 74, la source qu'ils invoquent, donc ceux qui disent que, on pourrait dire à ce moment-là que l'esprit c'est de la vacuité, si on dit que c'est une non-matière. Pour affirmer que la vacuité est claire, est un passage du texte racine du Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti, disant que la nature de l'esprit est claire lumière. Ouais, donc là, en sanskrit, ils ont fait une erreur, c'est Abhasvara, c'est pas Aghasvara, c'est Abhasvara. Ouais, c'est pas très grave. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, il dit il dit que la nature de l'esprit est claire lumière, les souillures sont adventices. Ouais, pour montrer la possibilité d'obtenir le nirvana et l'éveil. Ouais, ça veut dire que les souillures n'appartiennent pas foncièrement à la nature de l'esprit. C'est ça qu'il dit. Ouais. Et on trouve ça aussi dans la perfection de sagesse en 8000 strophes. Ouais, au début du texte, le Bouddha dit qu'en effet, la nature de l'esprit, il n'y a pas d'esprit, la nature de l'esprit est claire lumière. Sem machite, sem giranshi uesewa. Ouais. Donc, pour un petit peu rappeler les 3 cycles de l'enseignement du Bouddha. Ouais. Et donc, il y a un commentaire magnifique de sa sainteté Dalai Lama dans un texte sur le Dzogchen, ouais, par rapport à cette affirmation triple. L'esprit, il n'y a pas d'esprit, l'esprit est claire lumière. Ouais, ça, c'est magnifique. Ok. Donc, ici, quand on dit claire lumière, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Attention, hein. Ça peut vouloir évoquer la vacuité de l'esprit, ça peut évoquer la luminosité de l'esprit, ça peut évoquer la vacuité et la luminosité ensemble. Ça peut évoquer beaucoup de choses. Ouais. Ok. Très bien. Donc là, ici, le sens du mot clair étant dans ce contexte celui de la vacuité. Quand on dit claire lumière, ouais, ça renvoie à la vacuité de l'esprit. Parce que Acharya Dharmakirti, quand il prend le point de vue du Chittamatra, accepte la vacuité. Ouais, pas le Sautrantika, mais les écoles mahayanistes, oui, acceptent la vacuité. Ouais. Ok, même si leur description de la vacuité sera différente d'une école à l'autre. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, ça va. Oui, c'est très bien. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. Bon, on répétera pas tout, mais ça va. Ok, d'accord. Très bien. Mais donc le sens du mot clair étant dans ce contexte celui de vacuité. Mais cette opinion n'est pas convaincante parce que le clair de non-matière qui est clair n'est pas le même que le clair de claire lumière. Ah ah ah! Ah, ça va plus. Et là, ça Oui, va là. plus, rien ne va plus. Rien ne va plus. Il y a une histoire de sa sainteté justement dans Dzogchen, le cœur de l'essence de la grande perfection, l'essence du cœur de la grande perfection, où sa sainteté donne un récit. C'est un jeune Tibétain dans un village qui est censé se marier avec la voisine dans le village, et il est pas très fut-fut. Et donc, les parents de la future mariée l'invitent à manger. Et donc, les parents du garçon lui disent, bon, essaye de faire bonne impression. Donc, quand tu verras le tour de la porte à l'entrée de la maison, tu diras, tiens, c'est du chêne. Et donc, ils verront qu'en effet, tu es plutôt futé.
Et donc, c'est ce qu'il fait. Il y va et dit, oh là là, quel magnifique charal de porc. C'est du chêne. Et là, les parents de la fille disent, ah bah finalement, il est plus malin qu'on le pensait. Et puis après, tous les morceaux de bois qu'il va voir, il va dire, ah tiens, ça c'est du chêne, ah bah ça c'est du beau chêne, ah bah ça c'est du chêne. Puis en fait, bah non, c'en est pas. Ouais, donc là, les parents commencent à se dire, bon bah finalement, mauvaise pioche. Ok, donc Sainte prend cette histoire pour dire qu'un mot, dans un contexte, aura un sens précis, mais pas dans tous les contextes. Ouais, c'est pourquoi ici, clair n'a pas le même sens d'un contexte à l'autre. Ouais, ok. Donc ça veut dire que dans certains cas, ça veut dire non-matière, ça veut dire immatériel, et dans certains cas, ça veut dire vide d'existence véritable, ou vide d'existence, etc., vide d'existence inhérente, etc., ouais. Ok. Donc dans la première occurrence, le terme clair réfère à l'objet qui apparaît ou illumine l'esprit, qui apparaît à l'esprit ou illumine l'esprit. Ouais, donc là, il y a une note. Le terme clair peut être compris dans ce contexte comme référent à l'entité même de l'esprit. Ok, bon, ça n'apporte pas grand-chose de plus, mais en tout cas, oui, ça veut dire que comme un miroir qui est clair, le miroir peut refléter clairement ces objets. Ouais, les objets peuvent se refléter clairement dans le miroir. C'est ça que ça veut dire aussi clair dans ce cas-là. Ouais. Ok, très bien. Une autre objection douteuse et élevée contre la définition de la cognition comme une non-matière qui est claire est que selon le Mahayana, donc le grand véhicule, le corps physique et les facultés sensorielles d'un Bouddha ne sont pas de la matière et sont clairs. Oh là là, ils devraient donc être de la nature de la cognition. Et là, ça pose question. Là, ça pose question. On dira que du point de vue mahayaniste, le corps, les différents types de corps d'un Bouddha, les corps formels d'un Bouddha, sont la conscience même du Bouddha qui se manifeste. Ouais. Quand c'est le Sambhogakaya, c'est pour les Arya Bodhisattvas, et quand c'est le Nirmanakaya, c'est pour les êtres non Arya, les êtres ordinaires. Et donc, le corps du Bouddha Shakyamuni en particulier, c'était sa sagesse omnisciente qui prenait la forme d'un corps. Ouais, exactement comme dans les tantras. Ouais. Et donc, ça pose question, parce que si on se dit que la forme du corps du Bouddha n'est que de la conscience, comment est-ce qu'il aurait pu attraper une tasse ou son bol à aumône? Ouais, parce que de la conscience est immatérielle, donc la tasse devrait passer à travers. Et donc, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que la forme du corps du Bouddha est quand même de la forme. Ouais, mais c'est de la forme claire, c'est de la forme subtile, d'une certaine manière. Ouais, ce n'est pas aussi grossier que ce qu'on l'imagine. Ouais, ok, donc ça, c'est juste un détail en plus. C'est ce qu'on appelle le corps de lumière. Alors, c'est assez similaire. Le corps de lumière, on peut dire qu'en effet, c'est le fruit au moment quand c'est le résultat de la voie du Dzogchen en particulier, mais on peut l'accepter aussi dans les tantras supérieurs des écoles sarma, les écoles nouvelles. Ouais, par exemple, quand on parle du corps illusoire qui devient le Sambhogakaya, à ce moment-là, on peut parler d'un corps de lumière. Tout à fait, ouais. Ouais, exactement. Tout à fait. Très bien. Mais la raison pour laquelle il est dit que le corps et les facultés sensorielles d'un Bouddha sont claires et que leur nature est sans souillure. C'est ça que ça veut dire. Sans l'obscurcissement ou sans le voile que représente la chair, les os, etc. C'est-à-dire dénués de souillure, dénués de contamination. Ouais. Et c'est dans ce sens qu'ils sont dits avoir une nature de claire lumière. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la même chose que de dire que le corps du Bouddha serait uniquement de la conscience. Ouais, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est en effet l'entité même, c'est de la conscience, mais la forme prise par ce corps, cette forme elle-même n'est pas de la conscience. Est une même entité avec la conscience, mais n'est pas de la conscience. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est fait par le souffle subtil, on pourrait dire. Ouais. Ok. Donc, comme précédemment, ce sens de clair et celui de la définition de la cognition sont différents, rendant l'objection peu convaincante. Ouais, ça veut dire que si on apporte une objection, mais parce qu'on a à l'idée quelque chose qui est différent de ce que veut dire la thèse elle-même, bah, on n'est pas en train de contre-argumenter, on est juste à côté de la plaque. Ouais. Ok. Très bien. Donc, bien qu'aucune des deux dernières objections ne soit considérée comme capable de réfuter la définition de la cognition, la première, évoquant la confusion des phénomènes positifs et négatifs, est efficace. Ouais, parce que dans l'univers, il n'y a aucune base commune entre phénomène positif et négation. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, c'est efficace comme raisonnement.
Donc, selon notre système, celui de Panchen Sonadjarpa, qui est l'un des auteurs des manuels de Jepung Loseling en particulier, il n'est pas correct de poser une non-matière qui est claire comme définition d'une cognition. La bonne définition est bien clair et cognitif. Ouais. Ok. Super. Toutefois, il y a de nombreuses interprétations sur ce sujet. On n'avait pas fini. Que personne ne sorte. Toutefois, il y a de nombreuses interprétations sur ce sujet. Une autre interprétation dans la note, en accord avec la façon claire, réfère à l'entité de la cognition et cognitif à sa fonction. Oui, exactement. Ça peut renvoyer à ça aussi. Clair, ça peut être la nature non matérielle, immatérielle, et cognitif, c'est la fonction. Souvent, c'est ça, quand on donne une définition, on a souvent l'entité ou la nature du phénomène en question et sa fonction. Ouais, par exemple, la définition du feu, c'est quoi? Chaud et brûlant. Chaud et brûlant, bravo. Donc chaud, c'est l'entité ou la nature, et brûlant, c'est sa fonction. Ouais. Donc c'est souvent comme ça dans les définitions, pas toujours, hein, mais souvent. C'est pas mal. Ouais, ok. Donc certains disent que clair renvoie à l'objet apparaissant clairement de son propre côté au facteur d'apparence de l'esprit. Ouais, ça veut dire que, comme le miroir, ça veut dire que le miroir est clair dans le sens où les objets apparaissent clairement à ce miroir. Ouais. Très bien, tandis que connaissant ou cognitif, moi j'emploie cognitif, réfère au sujet, c'est-à-dire à la conscience appréhendant ou connaissant l'objet. Ouais. D'autres disent que... Il y a un bruit chez Jordan. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Et donc d'autres disent que clair et cognitif réfèrent tous les deux à la perception de l'objet par le sujet, et qu'ainsi la définition signifie ce qui illumine et connaît. Ouais, ça peut être une façon de voir aussi. Ce qui illumine ces objets, ce qui rend ces objets clairs, on pourrait dire, et ce qui les connaît. Ouais. Ok. Par exemple, une lampe, là, j'ai une lampe au-dessus de mon bouquin, elle rend le bouquin plus clair, mais elle ne le connaît pas. Ouais. Ok. Donc, ce qui est clair n'est pas suffisant comme définition. Si on disait juste ce qui est clair, bah, ça poserait beaucoup de problèmes. Ce qui est clair n'est pas suffisant comme définition de la cognition parce que de nombreuses choses sont claires sans être des cognitions. Ouais, comme les facultés sensorielles, le verre, la lune, le soleil, la lampe qui est à côté de moi. Ouais. Donc, toutes les écoles philosophiques définissent les facultés sensorielles comme des formes claires. Oh! Ok. Donc, en tibétain, c'est Zouk Danwa. Ouais, Zouk Danwa. C'est pas Souk Tanwa, c'est Zouk Danwa. C'est pas très grave. Ok, des formes claires. Forme claire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de la forme subtile. C'est ça que ça veut dire. Nos facultés, facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, sont de la forme claire. Ça veut dire qu'elles ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Ouais. Ça veut dire que les facultés, du point de vue bouddhiste, ne sont pas les organes. Ouais. Sont ce qui se trouve dans les organes. Ouais. Ok. Donc ça, c'est important. Donc des formes claires auxquelles apparaissent les objets. Et les Vaibhashika disent même que les facultés sensorielles voient leurs objets. Ouh là là! Ouh là là! Il va y avoir du fight. Ok. Donc, les Vaibhashika. Les Vaibhashika. Qui a une idée un petit peu de ce que veut dire Vaibhashika? Ok. On les voit pas souvent. Hein? On les voit pas souvent. Ah, on les voit pas souvent, oui, exactement. C'est vrai que c'est surtout quand on étudie un petit peu l'Abhidharma Kosha ou la cognition valide, parce que ils sont vraiment, c'est une école qui est assez fondamentale. Ok, donc la définition donnée par Lama Jetsunpa dans son traité sur les écoles philosophiques, c'est un tenant du véhicule fondamental qui n'accepte pas l'autocognition et qui accepte que les phénomènes ont une existence véritable. Ok. Donc, les Vaibhashika n'acceptent pas l'autocognition. Donc, on verra, bien sûr, que dans la suite du texte, on va décrypter ce que veut dire l'autocognition. Ouais. Donc, l'autocognition, c'est quoi? C'est, vous avez un aspect dans la conscience, un aspect projeté par une table, par exemple. La table projette un aspect à la conscience et cet aspect a deux faces. Une face tournée vers l'objet et une face tournée vers la conscience elle-même.
Ouais, il y a un écho, je ne sais pas où. Une face tournée vers la conscience elle-même. Donc la face tournée vers la conscience elle-même, c'est l'autocognition. Ouais, c'est cette partie non dualiste de l'aspect qui appréhende la conscience en train d'appréhender quelque chose. Ouais, et c'est ça l'autocognition. Mais comme les Vaibhashika n'acceptent pas l'aspect, ils ne peuvent pas accepter l'autocognition. Ouais. Ils vont dire quoi? Ils vont dire que ce sont les facultés, en même temps que la conscience, qui appréhendent leurs objets. Par exemple, ma faculté visuelle, autant que ma conscience, appréhende la table. Et ça, c'est vraiment pas du tout accepté chez les autres écoles. Ouais. Pourquoi est-ce que les Vaibhashika disent ça? Ils disent que la conscience est immatérielle, donc elle est partout et nulle part. Ouais. Et donc, ça veut dire que puisque ma conscience est sans obstruction, elle est immatérielle, elle devrait être en mesure de voir ce qui est derrière la table. Puisqu'elle elle est un petit peu partout d'une certaine manière. Elle est partout et nulle part, ma conscience, rien ne devrait l'empêcher de percevoir ce qui est derrière la table. Et pourtant, je ne vois pas ce qui est derrière la table. Et donc, c'est pourquoi les Vaibhashika disent il faut que la faculté elle-même, qui est de la matière subtile, voit aussi son objet. Et donc, c'est elle qui fait obstruction. C'est elle qui m'empêche de voir ce qui est derrière la table. Ça joue? Waouh, bravo, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ok. Et donc, c'est pourquoi les Vaibhashika disent que les formes claires, que sont les facultés, voient aussi leurs objets. Donc, voient, entre guillemets, d'ailleurs, dans le texte anglais, le traducteur, je crois que c'est Jeffrey Hopkins, dit que, enfin, il met en italique, il met si en anglais, en italique. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, ma faculté auditive, est-ce qu'elle voit le son? Et non. Et non, oh là là, hérésie, hérésie. À moins d'être synesthésique, notre faculté auditive ne voit pas le son. Ouais, elle l'entend. Ouais, mais c'est juste en italique en anglais pour dire que appréhende son objet. Les facultés appréhendent leurs objets. Ouais, au lieu de dire voient leurs objets. C'est pas très grave. Là, on devrait mettre peut-être des guillemets pour voir leurs objets. Ouais, ok. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Oui. C'est magnifique. Ok, si ça vous parle pas, on peut répéter, hein. Je regarde les sourcils français de Sabine, en général, c'est mon curseur. Ok. Bon, c'est à moitié français. Il n'y a que le sourcil gauche qui est français. Donc ça va. Très bien. Très bien, très bien. Donc les Vaibhashikas sont vraiment spécifiques en disant que les facultés appréhendent leurs objets. Ils pourraient, si on avait un Vaibhashika moderne, il dirait, bah, regardez, une cellule photoélectrique, elle appréhende le mouvement d'un animal, non? Oui. Donc pourquoi pas? Il pourrait dire ça. Il pourrait dire ça. Par exemple, vous branchez un ordinateur à une imprimante, les deux communiquent. Et donc l'ordinateur appréhende le contact avec l'imprimante et inversement. Il pourrait dire ça. Mais nous, on ne le dit pas. À partir des Sautrantika, on dira non, les facultés, c'est de la matière n'appréhende rien, elle est inerte. Ouais. Et donc c'est pourquoi on expliquera les choses autrement. Ok, très bien, très bien. Très bien. Mais qu'un objet lui apparaisse ne fait pas d'une chose une cognition. Ouais, par exemple, des choses apparaissent dans un miroir. Ouais, vous apparaissez sur l'écran. Ça ne veut pas dire que l'écran connaisse votre visage, etc. Ouais. Ou les sourcils français de Sabine. J'ai pas vu justement une question. Quand tu parles des facultés qui appréhendent, en fait, c'est un média, c'est un moyen qui permet de faire une relation. Mais quand tu dis qu'elle n'appréhende pas, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas. Il n'y a que la connaissance et la conscience qui pourra connaître, en fait. Oui. C'est ça? Tout à fait. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que les Vaibhashikas sont obligés de dire que les facultés qui sont de matériel perçoivent leurs objets ou appréhendent leurs objets parce que c'est ça qui explique pourquoi je ne vois pas ce qu'il y a derrière la table, pourquoi je ne vois pas ce qu'il y a derrière le mur, etc. Parce qu'il y a cette obstruction matérielle qui fait que ma faculté n'est pas derrière le mur, ma faculté n'est pas derrière la table. Et donc, c'est à cause de ça. Ils sont obligés de dire que la faculté appréhende son objet autant que la conscience. Et la conscience, bien sûr, aura plus de faculté d'appréhender son objet. Elle pourra plus le comprendre. Ouais. La conscience visuelle pourra être entraînée pour comprendre ce qu'est une table, enfin pour réaliser ce qu'est une table, etc. Elle pourra être
générer une conscience mentale qui, elle, ne dépend nécessairement pas d'une faculté sensorielle, physique. Ouais. Et cette conscience mentale pourra raisonner par rapport à cet objet, etc. Ouais, il y a un écho, je ne sais pas où. Ok, très bien. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça veut dire que... Oui. Et j'ai une autre question. Oui. Tu disais, et je suis d'accord, c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas, mais effectivement, on n'entend pas la musique, mais il y a des gens, non, on ne voit pas la musique, on l'entend. Mais il y a des gens qui, il me semble que quand ils écoutent un morceau de musique, ils l'entendent, mais aussi ils la voient, c'est-à-dire qu'ils ont des couleurs. Il y a des gens qui apprennent la musique par couleur. Oui. Et comment on peut expliquer ça alors? Oui, moi ça m'arrive par exemple pour des solos de guitare de Jimi Hendrix ou Pink Floyd, je vois des couleurs associées à ces solos de guitare. Mais en fait, c'est la conscience mentale. Par exemple, ce magnifique blues de Jimi Hendrix qui s'appelle Red House, forcément je vois du rouge parce que le titre lui-même s'appelle Red House. Et donc je vois du rouge quand j'entends ce solo de guitare parce que mais c'est surtout la conscience mentale. Ouais, c'est ce qu'on appelle la synesthésie. Et donc, dans ce cas-là, c'est plutôt la conscience mentale. Ouais, donc il y a des gens, par exemple, qui voient des lettres ou des chiffres avec des couleurs. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que c'est la conscience mentale qui appose ou qui applique cette couleur, mais en fait, ce n'est pas une couleur visuelle. Mais on pourrait analyser les choses avec un IRM fonctionnel. Avec les neurosciences, on pourrait vérifier si c'est bien les aires visuelles. Mais le problème, c'est que quand on visualise quelque chose, ce sont malgré tout les aires visuelles du cerveau qui s'activent. Donc le cerveau lui-même ne sait pas s'il voit ou s'il visualise. Donc c'est à nous de faire la différence. C'est là où se pose la question, comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on sait que c'est une conscience visuelle qui est opérante ou si c'est une conscience mentale qui donne l'impression d'être une conscience visuelle. Par exemple, quand on rêve, on peut rêver de couleurs magnifiques, on peut rêver de sons, etc. Ouais. Mais ce n'est pas du tout des consciences sensorielles qui fonctionnent dans ce cas-là. Ouais. Et ça donne l'impression d'être des consciences sensorielles. Ouais. C'est intéressant. Excusez-moi. Une question. Oui. Vas-y. Vas-y, pas de souci, c'est pas grave. Vas-y, c'était une question piège, moi. Oui, vas-y. Alors, chez les physiciens, tu connais le CERN, le CNRS en Suisse et en France. Oui. Alors, ils ont vu, ils ont mis en exergue pas des atomes, mais des particules? Non. Le neutron et tout, là. Oui. Bref, ils les ont fait tourner. Oui. Hein. Et puis, à un moment donné, ils ont mis une ligne à droite et une ligne à gauche pour savoir combien allait à gauche et combien allait à droite. C'était à peu près équivoque. Et puis, ils ont barré à droite. Et ils ont regardé. Et ils se sont aperçus qu'il y en a un qui allait en haut, et l'autre, enfin à droite, et l'autre qui allait à gauche. Et maintenant, ils se demandent comment ça se fait que tout le monde va à gauche, alors qu'ils ne savent pas que c'est barré en haut. Okay. Est-ce que les électrons communiquent? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, mais ils se la posent aussi, hein, je te rassure. Oui. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont à droite si on regarde le gouvernement tchèque actuel. Beaucoup de gouvernements d'extrême droite. Je rigole. Ok. Donc il y a, oui, alors là il faudrait creuser le sujet en tout cas, mais il y a la question des plantes par exemple aussi. Hein, pour revenir à cette étude, il y a déjà quelques années, ça remonte à déjà quelques années par rapport aux acacias en Afrique qui envoient des phéromones quand ils sont attaqués par les gazelles. Et donc, les acacias qui suivent, qui sont à côté, vont développer des tannes pour empêcher que les gazelles viennent manger leurs feuilles. Donc, il y a des phéromones, donc il y a l'échange d'informations. Mais comme on a dit tout à l'heure, l'ordinateur et l'imprimante échangent de l'information. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont conscients pour autant? Donc, c'est ça qui pose question. Que veut dire le phénomène cognitif? Est-ce que c'est de l'échange d'informations? Ça suffirait pas. Ouais, la Thierry Potier dirait c'est pas suffisant comme définition. Parce qu'il y a des échanges d'informations qui se font d'une plante à l'autre sans nécessairement prouver qu'elle soit consciente. Ouais. Mais il y a quand même une réaction de la plante. Oui, il y a action et réaction.
Hein, par exemple, moi, si je vais au soleil, je bronze très facilement. Donc, il y a une réaction dans ma peau. Est-ce que ma peau est consciente pour autant? Non, mais c'est vivant. Et c'est du vivant. Mais un être vivant et un être conscient, ce sont deux choses différentes. Ouais. Oui. Ouais. Par exemple, un arbre est un être vivant, mais ce n'est pas un être conscient. C'est du vivant, mais ce n'est pas du conscient, du point de vue bouddhiste en tout cas. Ouais. Ok. Par exemple, ma peau, c'est du vivant, mais c'est pas du conscient. Ma peau ne sait pas qu'elle est en train de bronzer. Ouais. Ok, très bien, très bien. Mais ça pose question. Donc ça, ce sont des hypothèses de travail qui vous permettent ensuite de faire des débats, de discuter, de ne pas prendre ce que je dis comme parole d'évangile, mais d'essayer de prendre ça comme des hypothèses de travail et de vérifier par vous-même. Ça, c'est très important, ouais. Et puis, Cham, tu avais quelque chose aussi à dire? Oui, c'est juste pour. Est-ce que je peux me rappeler quand on dit faculté sensorielle, donc on est d'accord que quand on dit c'est une forme claire, c'est une forme subtile, comme tu Oui, dis. Donc c'est considéré comme une forme. oui. Et la sensation elle-même, c'est ni la forme ni la conscience. Ah, c'est de la conscience. Conscience, c'est des facteurs mentaux. C'est un facteur mental, ouais. Dans ce cas-là, quand on dit les agrégats, en fait, j'ai toujours un peu de problème avec ça, c'est quand on dit les agrégats, la sensation, l'identification, la forme, la sensation, l'identification, le fait de composer et la conscience. Ouais. Donc, la sensation n'est pas de la conscience. Si, c'est pas une conscience principale, mais c'est de la cognition. Donc ça relève de la conscience parce que on a toujours les trois impermanents. Les trois catégories des impermanents, c'est forme ou matière, ensuite conscience ou cognition en général, et composé non associé. Ouais, les impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Ouais. Et donc le facteur mental de sensation, il est nécessairement inclus dans l'un des trois. Ouais, le facteur mental de sensation, c'est un facteur mental, donc c'est cognitif, et donc ça va nécessairement dans la trousse conscience ou cognition. Ouais, Je sais pas très bien. Oui, parce qu'en fait, oui, la sensation, c'est un facteur mental. ouais. Oui, Donc, oui, oui, c'est vrai. donc c'est Après, quand on dit dans le Sanghega, quand on dit la conscience, donc, la conscience, c'est la conscience principale. oui, exactement, les six consciences Ok. principales. C'est tout à fait ça. Ok, ok. Il n'y en a pas une cinquantaine à peu près de facteurs mentaux. Alors, il y a dans l'Abhidharma Bien. dans l'Abhidharma qu'on suit dans la tradition indo-tibétaine, il y a 51 facteurs mentaux, mais c'est pas une liste Voilà. exhaustive. Mhm. Non, non, bien sûr, Ouais. non, mais les principales, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que, par exemple, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas nécessairement la compassion qui est vraiment explicite. Il y a la non-violence dans les facteurs mentaux vertueux, il y a la non-violence ou l'absence de violence, etc., qui peut faire évoquer la compassion, mais c'est pas vraiment la compassion, c'est pas le même terme que compassion, c'est pas karuna. Donc, ça mérite d'être creusé, hein. C'est pour ça que sa sainteté Dalai Lama conseille de faire des discussions entre les psychologues bouddhistes et les psychologues occidentaux pour essayer de creuser un petit peu les choses. Ça pourrait vraiment être constructif dans les deux sens. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais le corps de Bouddha, c'est aussi une forme subtile. Oui. Euh, et dans ce cas-là, dans le Sanghega, c'est considéré dans la forme, c'est de la Oui, conscience. tout à fait. Dans la forme, le Ouais, corps de exactement. Bodhgaya. Ouais, ça va être un agrégat, mais bien sûr pas un agrégat contaminé, parce que pour un Bouddha, plus rien n'est contaminé. En tout cas, du point de vue mahayaniste. Pour les Vaibhashika et les Sautrantika, le corps du Bouddha était encore une vraie souffrance. Mais pour les mahayanistes, ce n'est pas le cas. Mhm. Ouais, donc c'est pas un agrégat contaminé, mais ça reste un agrégat. Ouais, par exemple, quand Arya Nagarjuna, dans le chapitre 22 du Madhyamaka Shastra, compare le Bouddha et ses agrégats, donc il y a bien des agrégats du Bouddha, sauf que c'est pas les mêmes que les nôtres, bien sûr. Ouais. Et donc oui, on peut dire que c'est de la forme subtile parce que toute personne ne va pas nécessairement voir directement même un Nirmanakaya. Ça veut dire que si c'est un Nirmanakaya suprême, un Parama Nirmanakaya, comme le Bouddha Shakyamuni comme au-dessus de moi, là, sur la représentation, dans ce cas-là, il faut avoir suffisamment un karma, sauf là, là, moi, je vois la Tanka au-dessus de moi sans avoir un karma très pur. Mais si le Bouddha se manifestait devant moi avec un Nirmanakaya suprême, je ne le verrais peut-être pas.
Parce que je n'ai pas suffisamment purifié ma perception karmique des choses. Je verrai par exemple sa sainteté Dalai Lama, avec, montrant qu'il a mal au genou, etc., avec toutes ses dents, etc., comme il dit souvent. Mais je ne verrai pas nécessairement un Paramaniarmanakaya. Ouais, parce que justement, c'est là où on voit la bonté des gourous, c'est de se manifester comme des êtres ordinaires pour s'adapter à nos perceptions karmiques d'êtres ordinaires. Ça, c'est magnifique, ça. Comme Ok. Maitreya dans sa grotte. Et comme à Arya Sangha, quand il voulait voir Arya Maitreya, exactement, oui, tout à fait. À chaque fois, je me plante. Très bien. Je Maitreya et sa Sangha. Eh ben, c'est super tout ça. Et donc on en était au Vaibhashika, oh là là, hérétique. Non, je rigole. Très bien. Donc les Vaibhashikas sont très utiles parce qu'ils nous permettent d'expliquer les choses de manière très mécaniste. Et donc c'est très utile aussi. Ok, très bien. Mais qu'un objet lui apparaisse ne fait pas d'une chose une cognition, comme on l'a dit. Ouais. Il doit aussi y avoir l'aspect cognitif de l'objet. Ouais. Et c'est pourquoi la définition de la cognition est spécifiée comme étant claire et cognitive, écartant par là même les facultés sensorielles. Ouais, les facultés sensorielles ne sont pas des cognitions. À partir des Sautrantika jusqu'au Madhyamika. Selon le système Sautrantika, tout ce qui est connu par une cognition n'apparaît pas nécessairement. Ouais, ça c'est magnifique. Comme c'est le cas lors d'une réalisation implicite, de sorte qu'on ne pourrait pas poser comme définition de la cognition ce à quoi un objet apparaît, ou encore ce en quoi un objet se réfléchit. Ça c'est magnifique. Oh là 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 là. Là on entre dans le praliné amande ganache. Ok, réalisation implicite et explicite, ça c'est très important. Ok. Ok. Donc est-ce qu'on a du temps? Oui, on a un petit peu de temps, on va essayer d'évoquer ça. Qui a une idée de ce que ça veut dire? Que veut dire implicite? Quand vous entendez, c'est implicite, tiens, c'est explicite, qu'est-ce que ça... Implicite, ça veut dire qu'on est... Implicite, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'expliquer, tout le monde le comprend. L'objet n'apparaît pas. Oui, ok, en effet, il y a cette description-là, en effet. Oui, tout à fait, tout le monde le comprend, en effet. Ok, donc il y a cette notion de compréhension, il faut que ce soit compris. Ouais, ça veut dire que s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de réalisation, on ne peut pas même parler d'implicite. Ça veut dire que ça n'entre même pas en compte. Ouais? Oui. Très bien. Et puis quelqu'un d'autre voulait parler. Michel, tu voulais dire quelque chose, non? Non, je disais que c'était l'objet d'une réflexion, une réalisation implicite. Ok, oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ça veut dire que si on regarde par exemple le commentaire de Kedubje et aussi le texte, donc ça on en avait parlé déjà, ouais, Freedom through Correct Knowing, et aussi dans l'explication de logique de Konkian Jamyang Shepa à Japon Gomang, il y a en effet cette explication des réalisations implicites et explicites, non seulement pour la perception directe, mais aussi pour l'inférence, pour le raisonnement. Ouais. Donc ces deux types de cognitions, conceptuelles et non conceptuelles, peuvent autant l'une que l'autre avoir des réalisations implicites et explicites. Ouais, donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est la magie même de l'esprit, ça c'est vraiment, moi ça me fascine, c'est que l'esprit peut tout à fait connaître un objet sans que cet objet lui apparaisse. Ça c'est magnifique. Une fois c'était Vénérable Otok Rinpoche au Salaire, il y a quelques années, qui m'avait dit ça et ça m'avait fasciné. Il m'avait dit oui, en effet, on peut avoir l'esprit qui connaît un objet sans que cet objet soit son objet apparent. Waouh! Et là, heureusement que j'étais déjà assis. Ça, c'est magnifique. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand on fait une blague à quelqu'un, on mentionne quelque chose d'explicite, non? Par exemple, si on dit, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez votre collègue qui est un peu chafouin aujourd'hui et vous allez lui dire, bah, t'as la banane toi aujourd'hui. Et donc, explicitement, il entend ça, tu as la banane. Mais implicitement, qu'est-ce qu'il comprend? L'inverse. Ouais, ça veut dire que qu'est-ce qui apparaît à son esprit? Ce que vous formalisez. Tu as la banane aujourd'hui. Mais grâce au ton que vous employez, il comprend l'inverse implicitement.
Ça veut dire que le sens implicite n'apparaît pas à sa conscience, mais sa conscience le réalise quand même. Ouais, ça vous parle? Ou pas? On fonctionne toujours comme ça, en fait. Ouais. Tu peux répéter? Oui. C'est ce qu'on appelle le second degré, en fait. Oui, le second degré. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui. Qu'on est capable tous de percevoir, en fait. Oui, c'est le second degré, voire même troisième degré. Oui. Ça veut dire en fait, c'est l'ironie, le terme exact. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Quand on est ironique, en effet, on a quelque chose qui est explicitement formalisé ou formulé, mais ce qui est compris, c'est pas nécessairement ce qui est explicitement formulé. Ça peut être même l'inverse. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais, ça veut dire que notre esprit va comprendre quelque chose qui ne lui apparaît pas. Ça veut dire que si on dit t'as la banane aujourd'hui, alors qu'on forcément on blague avec un autre collègue, on sous-entend, ouais, le fait de sous-entendre quelque chose, ça renvoie à ça aussi. On sous-entend l'inverse, on dit bah t'as de sale humeur aujourd'hui, c'est ça qu'on sous-entend. Et on lui dit tiens t'as la banane toi aujourd'hui. Et donc ça veut dire que qu'est-ce qui apparaît à son esprit? Tu as la banane. Mais qu'est-ce que réalise son esprit? L'inverse. Et l'inverse n'apparaît pas à sa conscience, et pourtant c'est ce qui est réalisé par sa conscience. C'est magnifique ça. Non? Est-ce que ça vous parle ou est-ce qu'on peut en poser le sujet? Ouais. On pourrait dire d'autres choses par rapport à ça. Par exemple, si ma conscience, on pourrait parler par exemple au sens conceptuel. Au sens conceptuel, donc là c'est ce qu'on est en train de faire quand on dit tu as la banane, etc. Tout ça c'est conceptuel, c'est de l'ordre conceptuel. Mais on pourrait trouver un autre exemple qui est souvent mentionné dans les textes. Quand notre conscience inférentielle, il y a un écho. Ouais. Quand notre cognition inférentielle réalise que le son est impermanent, c'est réalisé explicitement. Le son est impermanent, ouais, ou l'impermanence du son est réalisée explicitement. Parce qu'il y a la généralité de sens, il y a le concept, le son est impermanent, ou il y a le concept, impermanence du son. Ouais. Mais notre conscience conceptuelle réalise quelque chose d'autre implicitement. Elle réalise le fait que le son n'est pas permanent. Elle réalise l'absence de permanence dans le son. Et ça n'apparaît pas à notre conscience conceptuelle. C'est réalisé implicitement. Ouais, par exemple, on pourrait dire autrement, on pourrait trouver des négations affirmatives contextuelles. Si par exemple, vos amis vous présentent plusieurs personnes, ouais, et puis après vous allez voir vos amis en disant, tiens, tout à l'heure tu m'as dit, tu allais me présenter quelqu'un qui est médecin. Ouais. Et donc, par exemple, vous avez un couple, il y en a un qui est médecin. Et là, la personne va vous dire, bah, c'est nécessairement pas le mari qui est médecin. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Que c'est la femme qui est médecin. Ouais. Donc, la personne vous dit, ah non, c'est pas le mari qui est médecin. Explicitement, vous comprenez ça. Et implicitement, qu'est-ce que vous comprenez? Que c'est la femme qui est médecin. Ouais. Ah oui. Et donc, la femme est médecin, ça n'apparaît pas à votre conscience, mais malgré tout, c'est ce qui est réalisé par votre conscience. Donc, c'est une réalisation implicite. C'est métaphorique, en fait. Oui, exactement. La métaphore, c'est similaire aussi. La métaphore, l'ironie, l'aspect contextuel, il y a plusieurs choses comme ça qui fonctionnent au sens implicite. Ouais? Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment super. Ouais. Mais il y a d'autres choses comme ça, on peut trouver d'autres exemples. Par exemple, dans le Sutra du cœur, quand il y a marqué Tampani la zoom et solo et etc. Dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ouais, ça veut dire que dans la vacuité, il n'y a pas de forme existant de manière inhérente. C'est ça que ça veut dire. Ouais, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de forme du tout. Ouais. Mais pour qu'il y ait ces différents niveaux, ces grilles de lecture à différents niveaux, du plus haut, du plus bas, ouais. Quand ça apparaît, c'est explicite, donc on le comprend, mais pour qu'il y ait les autres, il faut qu'au départ, on ait travaillé dessus
Par exemple, l'humour, l'ironie, elle n'est pas comprise partout. Parce qu'en fait, il faut qu'on l'ait déjà acquis, mais c'est comme si c'était caché, en fait. Non? Exactement, tout à fait. Oui, c'est un peu ça. Ça veut dire que même tout à l'heure, pour l'exemple contextuel, le mari et la femme, lequel des deux est médecin, etc. Là, c'est pareil. Il faut que on ait contextualisé le truc. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'abord compris que nécessairement, il y en a un des deux qui est médecin. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment compris ça. Si on n'a pas compris ça, on pourrait très bien dire, bah, lui n'est pas médecin. Ça, si on ne sait pas que l'un des deux doit être médecin, bah, on pourrait se dire, bon, bah voilà, il n'est pas médecin, il est juste boucher ou ou jardinier, et on va même pas se préoccuper de la profession éventuelle de sa femme. Ouais, etc. Ça veut dire que pour que Oui, vas-y. excuse-moi, pour que ce soit implicite, il faut malgré tout qu'on ait déjà eu accès à cette connaissance. Oui, il faut qu'il y ait malgré tout une certaine connaissance qui soit là. Ça veut dire que tout à l'heure on disait, si on réalise explicitement le son est impermanent, il faut vraiment qu'on ait compris que impermanent et permanent soient contradictoires, s'excluent mutuellement. Ouais. Et dans ce cas-là, on réalisera en effet implicitement l'absence de permanence dans le son, quand on va réaliser explicitement l'impermanence du son. Ouais. C'est-à-dire que ça nécessite quand même pas mal de choses. Ouais. C'est pas juste comme ça. La réalisation implicite, elle peut être naturelle. Ça veut dire, par exemple, si j'entre dans cette pièce ici et que dans la pièce, il n'y a qu'une table, ouais, je vois cette table. Et ensuite, quand on va me demander est-ce qu'il y avait une chaise dans cette pièce, je dirais non. Ouais. Ça veut dire que même naturellement, en réalisant une table, implicitement, on réalise une non-non-table. Ça veut dire qu'on réalise l'absence des non-tables. Une chaise est une non-table. Ouais, c'est ce que dit Kedubje. Elle dit que quand on a une réalisation implicite, par la suite, quand on va diriger notre esprit vers ça, on va le réaliser plus explicitement. Ouais, ça veut dire qu'au début, on réalise juste la présence d'une table dans la pièce. C'est tout. Mais après, si on nous demande est-ce qu'il y avait un chat, est-ce qu'il y avait un éléphant, est-ce qu'il y avait un coussin, est-ce qu'il y avait une chaise, est-ce qu'il y avait une tasse, etc., on sera capable de dire bah non, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où on réalisait la table, implicitement, on réalisait aussi une non-non-table, l'exclusion de toutes les non-tables. Et une chaise est une non-table, un éléphant est une non-table, etc. Ça veut dire que par la suite, en orientant notre esprit vers est-ce qu'il y avait un éléphant ou pas, on sera capable de dire bah non, il n'y avait pas d'éléphant. Pourquoi? Parce que la table était l'exclusion naturelle d'éléphant. C'est direct, en fait. Et en effet, là, dans ce cas-là, c'est une réalisation directe. Mais après, quand on va orienter son esprit, on va avoir un concept. On va nous demander est-ce qu'il y avait un éléphant? Et là, on va se souvenir. C'était une table. Et une table n'est nécessairement pas un éléphant. Donc là, on réalisera en effet explicitement l'absence d'éléphant dans la pièce, parce qu'on aura perçu en premier lieu une table. Ouais. Qui veut dire que quand on définit quelque chose, obligatoirement, on exclut tous les autres objets. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de... Quand on apprend la philosophie, dans la tradition indo-tibétaine, au lieu de dire philosophie, on dit tsenyi. Tsenyi Lobcha, l'école de définition, par exemple. À Dharamsala, là où il y a le temple de sa sainteté Dalai Lama, il y a le Tsenyi Lobcha, c'est l'institut de dialectique bouddhiste. Et les Tibétains l'appellent Tsenyi Lobcha, l'école des définitions. Justement, pour pas, ils disent pas l'école de philosophie, ils disent l'école de définition parce que les définitions sont extrêmement débattues. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici dans une non-matière qui est claire. Et on verra dans la suite du texte que la Rinpoche triture les définitions justement parce que dans les définitions, on doit avoir les caractéristiques saillantes de l'objet qui permettent d'exclure d'autres objets. Ouais. Sinon, on pourrait confondre un cheval et un zèbre. Si on ne fait pas une distinction minimale et suffisante entre un cheval et un zèbre, on pourrait très bien dire bah ça c'est un cheval alors que c'est un zèbre. Ouais, parce que dans notre définition de zèbre, on n'aura pas exclu les caractéristiques d'un cheval ou inversement. Ouais. Bravo. Excuse-moi, est-ce que ça peut s'apparenter aux perceptions directes autoconnaisantes? Comment ça? Les réalisations implicites. Alors en fait, on pourrait dire que on pourrait dire ça d'une certaine manière. Ça veut dire que l'autocognition, elle permet d'expliquer le souvenir du sujet lui-même. Ça veut dire que si on nous demande est-ce que tu as vu une table, on va dire oui, j'ai vu une table
Pourquoi j'ai vu une table? Je me souviens de moi-même ayant perçu une table, parce qu'au moment où je percevais la table, je me percevais en train de percevoir la table. Ouais, donc pour les Sautrantika, l'autocognition, elle permet d'expliquer le souvenir du sujet lui-même, pas de l'objet, mais du sujet lui-même en train d'appréhender l'objet. Ouais. Et au moment où on a l'autocognition, c'est automatique. On pourrait dire que c'est implicite. On n'est pas en train de se dire, tiens, je me perçois en train de percevoir une table, je me perçois en train de parler, etc. Après, je pourrais tout à fait me la raconter et essayer de m'observer en train de donner un cours de philo. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit quand on parle de l'autocognition, c'est automatique et non dualiste, et c'est implicite d'une certaine manière, en effet. Ça veut dire que ce sera rendu explicite par la suite. Si on nous demande, est-ce que tu as perçu une table? Ah oui, j'ai perçu une table, parce que, en effet, là, ça deviendra une réalisation explicite. Ouais, ça veut dire que ce sera une cognition subséquente, un souvenir. Ouais. Donc, il n'y a pas que le concept qui est connaissant. Il n'y a pas ce qu'on vient de dire là. Ouais, le concept, il peut réaliser, une conscience conceptuelle peut réaliser implicitement et explicitement, mais aussi une perception mais directe. aussi une perception. Ouais, une perception directe peut réaliser implicitement ou explicitement. Ouais, tout à fait. Ouais, par exemple, on dira que, si vous avez encore 2 petites minutes, si on dira par exemple que si vous regardez dans la boîte aux lettres, est-ce qu'il y a du courrier ou pas, vous êtes en mesure de savoir s'il y a du courrier ou pas. Si on vous demande est-ce qu'il y avait du courrier, s'il n'y en avait pas, vous êtes capable de dire non, il n'y en avait pas. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que visuellement, vous avez une réalisation implicite de l'absence de courrier dans la boîte aux lettres, et explicitement, vous avez le fond de la boîte aux lettres. Explicitement, votre conscience visuelle réalise le fond de la boîte aux lettres, et implicitement, vous réalisez l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Parce que cette absence est une simple négation, et donc c'est permanent. Ouais. Et ce qui est permanent ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Ça peut être l'objet d'engagement, ça peut être ce qui est réalisé par une perception directe, mais ce sera réalisé implicitement. Parce que ça ne peut pas apparaître à une perception directe. Vu que c'est une simple négation, c'est un phénomène permanent. Ouais, donc ça, on creusera le sujet, hein, parce que là, c'est juste une petite présentation. Mais si vous comprenez déjà ce que veut dire implicite et explicite, réalisation implicite, ça veut dire que l'esprit réalise un objet qui ne lui apparaît pas. C'est ça que ça veut dire. Wow, bravo, magnifique, c'est super, vous avez assuré une fois de plus. Et donc normalement, la semaine prochaine, il va y avoir, que je vérifie quand même que je vous dise ça maintenant, parce qu'il y a eu des changements de date pour novembre. Mais normalement, pour octobre, ça ne change pas, il y aura bien la semaine prochaine et ce soir pour les débats. Ouais, merci beaucoup, vous avez assuré, bravo, bravo, c'est super. Merci, excellente journée. Ciao, bonne journée. Ciao. Merci. Bonne journée.